bienvenue dans À ceux qui osent, le podcast aux conversations pépites et chaleureuses. Moi c'est Aubin, psy et podcasteur à mes heures perdues. Je vais à la rencontre de gens qui ont eu l'audace et le courage d'oser. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir Vince Canté, le légendaire animateur radio qui a bercé notre adolescence. Il est DJ, animateur web chez Tarmac, producteur de contenu audiovisuel, entrepreneur et même fondateur de School Up. Du haut de ses 34 piges, il ne manque pas de cordes à son arc. Dans cet épisode, on discute de son enfance et de ses origines sénégalaises, de l'influence de son père sur ce qu'il est aujourd'hui. On se remémore avec nostalgie les vieux jours de la radio et de la libre antenne. On discute de son dernier documentaire Kin Tout est vie, où Vince a suivi Damso jusqu'en République démocratique du Congo pour la sortie de son album Calf. On parle d'estime, de valeur, de considération et de l'avenir du continent africain. Durant le podcast, Vince me révèle même les dessous de son apparition dans Calf avec le son The V Radio. Somme toute, il s'agit d'un épisode à la cool, à la bien. Finalement, comme on les aime. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et à la chaîne YouTube Aubin et Zaguira. Subscribez également à la page Insta À ceux qui osent pour retrouver toutes les exclus making-of et pour être au courant des dernières sorties. Surtout, likez et lâchez un commentaire sous l'épisode. Ça ne vous coûte presque rien, mais ça m'aide énormément pour le référencement du podcast. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et à très vite. T'as la voix de ton père ou la voix de la voix de mon père. Côté, ouais, la voix de mon père. Ouais. C'est drôle parce que tout le monde me dit ouais, arrête de crier. Mais je crie pas, je parle comme ça. Tu vois. Juste grave, une voix grave. Ouais, mais mon père, c'était la même chose. Mon père, je croyais toujours, il criait. Je lui dis pourquoi tu cries pas? Bah, je t'ai pas crié dessus. Ah ouais, non, en fait, c'est la voix, il a la voix qui porte. Ouais. Mon père, je l'entendais se tomber. Je me perdais jamais dans les magasins parce que je l'entendais au loin. Vincent, tu disais ouais. Ah, vrai bail. Yes. Bienvenue Vince. Merci. J'allais dire bienvenue aussi. Ouais, mais... bienvenue chez moi. Vraiment, j'allais dire bienvenue t'es chez toi en fait, dans ton petit studio. Je suis dans la man cave de Vince là. Elle est belle, elle est canon mec. Merci Aubin, c'est gentil. gentil. Je vois que tu travailles bien. Tu travailles dans un environnement qui t'aide à être productif. Ouais, tu vois que derrière toi il y a un mur, enfin une porte de garage qui a pas été totalement peinte. J'avais plus de bombes, donc je me suis dit, zut, bon bah il reste, voilà. Un travail inachevé. Ouais, il reste 2 tiers facile. Hein. Donc en gros, pour nos chers auditeurs, attends, donc du coup il y a une porte de garage où ça a été bombé en bleu. Ouais. Mais qu'une partie. Ah, c'est du noir. Ah, t'es daltonien, t'inquiète. On dirait un bleu marine très. Tu vois, regarde les reflets là-bas. Ah ouais, reflets. Ouais. À cause de ça, ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire. Non, mais le reflet, c'est ça. C'est le bleu ça, là. C'est le LED là. C'est les LED, ouais, effectivement. Tu fais de la musique un petit peu aussi parce que c'est vraiment. Ça a l'air d'être. Faire un petit peu on the low. Des petites prods. Je n'ai aucune prétention. Okay. Vraiment, il n'y a rien qui sortira jamais. Je n'ai aucune prétention. Non, je côtoie trop de gens qui sont trop lourds là-dedans. Pour daigner dire. Que pour daigner même imaginer une seconde ou même penser, tu vois. D'ailleurs, j'ai désinstallé Fruity Loops tout de suite. Non. La musique, non, c'est pas mon délire. C'est plus le délire de ma chère et tendre qui, elle, Qui elle chante ou non? Elle chante, elle produit. Elle n'a pas assez de prétention non plus, mais. Ouais. Elle chante, elle DJ, si elle a envie. Donc, mais toi aussi, tu DJ. Hein. Je DJ, ouais. Ça, c'est un truc, je peux dire, j'ai la prétention de le faire. Quand même, tu fais ça. Vince, comment te décrire? Tu es animateur, web, radio, producteur de contenu audiovisuel et digital à la RTBF et chez Tarmac, plus précisément. Fondateur de School Up aussi. T'as grandi à Anderlecht? Où on est chez toi là, actuellement là. Gars, là 1070 c'est la naissance, c'est l'école primaire, l'école secondaire, pas le supérieur. C'est 3 déménagements sur la commune en 34 ans de vie. C'est ma commune quoi. Je vais die ici. Sang de la veine. Ouais, je vais die ici, c'est pas possible. T'as grandi dans quelle école? Peut-être que je la connais, je sais pas. J'étais à P14, Scar de Mal. Okay. C'est vraiment pas loin de l'endroit où nous faisons ce podcast. De manière. Okay, et non, t'inquiète. Et j'étais ensuite à Redoute TPFR et Seria. Okay. En sciences, puis en langue, puis en tourisme langue. Ok. Et puis, tu arrives à l'IEX. Ouais. T'as fait commu. Ouais, j'ai fait commu. Ouais. Enfin, j'ai fait commu. J'ai pas terminé tout mon cycle. Ok.
Première année, puis deuxième, première, puis deuxième, puis deuxième. Le fameux décret Marcourt un peu éclaté, ou c'était pas encore le décret Marcourt à ce moment-là? C'était pas le décret Marcourt. C'était juste. C'était le système Bologne qui venait de se mettre en place. Donc, c'est-à-dire que si je t'arrivais un an avant, donc j'avais doublé ma 3e secondaire flemme, mais si je t'arrivais un an avant, j'aurais juste fait 2 ans, et c'était merci, allez, au revoir. Et là, c'était le système de 5. Et à côté de ça, je faisais l'IEX, mais c'était cool parce que ce que j'apprenais à l'IEX, je le mettais déjà en pratique, puisque je travaillais déjà sur KIF, la radio hip-hop. Je travaillais pour Bel RTL aussi, je travaillais pour la RTBF. Avant même de bosser à l'IEX, je travaillais déjà à la RTBF au service des sports. Donc en fait, l'IEX, c'était dès que j'avais atteint le palier en mode c'est bon, bachelier, allez, merci, au revoir. Voilà, puis il y avait une proposition d'emploi de fun pour un big temps plein qui était la Libre Antenne, qui n'était pas encore la Libre Antenne, mais qui était encore même pas mal d'émissions à faire. Et je me suis dit, ouais, vas-y, il y a un truc à faire, c'est bon, merci, au revoir. Il faut se lancer. C'est ouf, mec. Parce que t'es tombé dedans très tôt, dans le monde de la radio. Qu'est-ce qui t'a mené à là? Parce que j'imagine que t'as entrepris ces études de commu en disant, ok, je veux un peu bosser là-dedans. Mais peut-être pas, en fait. Dis-moi. Mais j'ai pas entrepris les études de commu pour me dire, ouais, je vais faire de la radio. Je me suis juste dit, tout ce qui touche à l'information, aux médias, c'est même plus que le média, c'est le fait de communiquer quelque chose. Tu vois, moi, c'est le truc qui me bottait. J'ai toujours trouvé ça cool de me dire, waouh, putain, des gens, ils sont devant leur télé, il y a un gars, il dit ça, et les gens sont en mode, putain, c'est lourd, c'est vrai, j'ai appris quelque chose, tu vois. Ou alors, je me divertis. Et que ce soit pour la télévision, pour l'internet, pour la radio, pour même un truc marketing, tu vois, un projet marketing, un panneau publicitaire, ou même le fait de devoir s'exprimer, tu vois, l'expression orale, le fait d'être un orateur, d'expliquer quelque chose, donner des conférences, tout ce qui est en lien en fait avec le fait de communiquer quelque chose, communiquer une information. Aujourd'hui, tu communiques l'information avec plein de trucs. Je te regarde simplement dans les yeux, je parle plus. Je peux sortir la gênance. Tu vois, il y a une communication non verbale. Vraiment, toutes les formes de communication, c'est ça qui me bottait. Et dire que j'ai voulu faire de la radio, non. Pourquoi j'ai commencé et pourquoi il y a eu la radio, je sais pas en vérité. Je crois. Ta voix portait. Elle portait tellement que quelqu'un t'a dit à l'école. Ouais, c'est ça. Il y a il y a un mec. Franchement, c'est pas. C'est souvent ce genre de truc. C'est vraiment ça. Il y a un mec, David Antoine, qui était animateur, qui est toujours animateur sur Contact et qui était animateur en télé, qui me disait j'avais participé à une émission et je sais même plus pourquoi j'ai participé à une émission Anderlecht Standard sur Plug. Et je sais même plus pourquoi j'étais là. Je crois que quelqu'un m'a dit ouais, ils ont besoin de supporters, amène-toi. Je fais ok, bon. J'étais déjà un peu dans la maison puisque je travaillais en même temps. Je faisais au service des sports aussi de RTL pour les Champions League et tout. Donc je lui dis vas-y, j'y vais. Et le mec à la fin il me dit ouais, t'as une bonne voix, tu devrais faire de la radio. T'as une voix de radio. Je savais pas ce que ça veut dire une voix de radio. Je suis rentré chez moi. Je me suis dit bon, on va regarder s'il y a des radios qui cherchent. J'étais déjà à ce moment-là à l'IEX. Et je faisais un peu de web radio tranquille, en mode vas-y, tranquille, tu vois. On de l'eau. Ouais. Et puis là. Attends, mais là, en termes d'années, on est quoi? Fin des années 2000, un truc comme ça? 2007. Ouais, 2006-2007. Et j'arrive tout de suite à choper un taf à KIF, bénévole. Et puis c'est là que j'apprends vraiment la radio en tant que telle, quoi. Le métier de la radio. Ouais, la radio en mode. Ça t'a piqué? Tu t'es dit C'était kiffant. Tu sais pourquoi? Ça m'a piqué parce que j'étais sur une station hip-hop. Je me voyais pas être sur un truc rock. La radio, en fait, pour moi, je la lie vraiment à la musique, à ce que j'aime. Je peux pas me dire que je vais animer sur une radio qui me représente pas musicalement. J'ai fait Fun Radio parce que Fun Radio, ça a tapé hip-hop, ça a tapé électro, c'est ma musique. Énergie aussi, tu vois, ils tapent aussi des artistes, des Damso, etc. Donc du coup, c'est ma musique. Mais après, si on me dit ouais, Vince, que tu veux venir, je sais pas moi, sur Classique 21, je vais dire non. Ouais, mais t'inquiète pas, t'as même juste à pousser des disques, tu parles même pas de musique. Je fais mais non, je m'y retrouverai pas, tu vois. Et c'est vraiment pour moi, je lis complètement la culture hip-hop, le rap, R&B, tout ça. Cette musique-là avec la radio, c'est deux trucs qui sont intrinsèquement liés pour moi. Même si après, je suis parti vers de la libre antenne qui avait rien à voir avec le hip-hop, tu vois. Ouais. Mais on gardait de la touche. Mais la base des bases qui t'a mené, c'était tes passions, quoi, tes intérêts. Ouais. Tu te disais, mais la musique, je kiffe. J'ai une voix qui porte, qui donne bien. J'ai toujours jamais eu cette prétention. On m'a juste dit, t'as une voix. Moi, je savais pas ce que je voulais dire. Et je sais que si je réécoute des vieux enregistrements, ma voix, elle est complètement différente. Elle est. Mais d'office. En fait, t'apprends à la poser, t'apprends à mettre tes mots, t'apprends à respirer. Et aussi bien avant j'étais nasillard, je parlais plus comme ça, je parlais super vite, c'était beaucoup plus nazi, tu vois, c'était beaucoup plus haut comme ça, tu vois. Je viens de saturer.
Désolé, je là, suis j'ai en train son. je suis en train de lui faire. Après, ça, voilà, quand t'entends l'ampleur de ta voix, déjà, il faut s'y habituer à sa voix. Et quand t'entends l'ampleur de ta voix avec un compresseur, tu fais ah ouais, faut que je chante les basses. Ou faut que je parle naturellement, en fait. Et là, c'était cool. Ok. Et ta voix, tu me disais hors antenne qu'elle te vient sans doute de ton père. Ton père qui était sénégalais. Mhm. Et tu penses que lui aussi avait une façon de bien parler d'une certaine manière et toi, ça t'a imprégné et tu t'es dit, ok, d'où te vient cette expression orale, en fait, tu vois? Ah, c'est une bonne question, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est ta mère, en fait. J'ai dirigé vers ça. Ah, ma mère, elle a toujours été. Tu sais, mon père, ça a toujours été une grande gueule. Il avait des couilles immenses. Parler aux flics, toi, ta gueule, machin. Enfin, il n'était pas vulgaire. Il s'exprimait bien. Et il posait bien ses mots. Et tu sentais qu'il y avait aussi cette peur de ne pas avoir suffisamment de vocabulaire lorsqu'il parlait à mes profs ou lorsqu'il parlait à quelqu'un qui était détenteur d'une certaine autorité, tu vois. Lorsque c'était super important, je sais pas, parler à un procureur, oui, je me suis retrouvé chez le procureur du roi à 11 ans avec mon padre et avec ma madre, parce que j'ai fait des faux billets pour déconner et que le système belge a pris ça très au sérieux alors que moi, j'étais content d'avoir un scanner. Mais je l'ai vu que là, à partir du moment où il tombe sur quelqu'un qui représente une grosse autorité, un flic, il s'en fout. Mais tu vois que là, il veut bien paraître. Et mon père a toujours, je pense, poussé à son paroxysme ses capacités vocales et tout. Et il s'exprimait bien. Clairement, il s'exprimait bien. Il n'a pas fait d'études, mon père. Il n'a fait aucune étude. Il a vécu la S de la S. D'ailleurs, j'étais très étonné de me dire, ah tiens, mon père, il connaît des mots, il arrive à avoir une certaine réflexion, à agencer les trucs et tout. Et mon père lisait pas. Il lisait même pas, tu vois. Je crois même qu'il galérait pour lire. Je crois même qu'il avait des problèmes de lecture. Mais c'est vrai que quand je le voyais s'exprimer, parler aux gens, je sais pas, il y avait un truc qui sortait de lui comme ça, naturellement. Une aura séductrice, par la moi. Mais ouais. Sans doute. Hein. Ouais. Peut-être que c'est la transmis. pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre, hein, finalement. Exactement. Et donc, du coup, peut-être que malgré toi, tu vois, on est impacté par notre environnement. Toujours, hein. Et malgré toi, tu vois. C'est intéressant. Franchement, tu m'amènes à réfléchir vraiment à. Est-ce que c'est pas le principe même des podcasts à ceux qui osent, tu vois, de s'amener à réfléchir? Eh ben, tu m'amènes dans une vraie réflexion. Ouais. Et c'est ouf. Et c'est vrai que mon père parlait très bien et qu'il avait une grosse voix. Ah bah voilà. Et donc, du coup, revenons un peu à ton parcours. Donc, t'es pigiste à la RTL. À Bel RTL. Je suis plus pigiste. T'es plus pigiste. Mais j'étais pigiste. Ah ouais, attends, à l'époque. Non, à l'époque, en 2007. Un truc. Et c'est quoi? Explique pour le commun des mortels ce que c'est qu'un pigiste. Pigiste, c'est le plus bas de l'échelle. C'est le galérien du média, celui qui doit prouver aux gens qu'il est compétent, qu'il est bon, qu'il est fort. C'est un gars à qui on donne un petit contrat à la pige, quoi. Genre, t'as fait une opération, voilà, t'as fait pas une opération chirurgicale, mais genre t'as été faire une interview, t'as fait un montage, t'as fait un reportage. Bah, on te paye ton reportage. Et c'est même pas le reportage qu'on te paye, c'est on te paye un nombre d'heures, tu vois. On te dit, voilà, t'as 4 heures pour faire ce reportage-là, t'as 4 heures pour faire ce montage-là. T'es payé à la pige, quoi, en quelque sorte. Ouais, t'es payé en au lance-pierre. On balance, c'est les larbins de service, les braves pigistes. Ouais. Non, mais t'es payé au contrat, quoi. C'est ça, c'est des petits contrats court terme, contrats journaliers. Et aussi bien un pigiste, en fait, t'es là et on peut ne plus te rappeler, en fait. Hein. On se dit, c'est bon, on t'appelle une fois par mois, voilà. C'est un peu ça, c'est des freelances. Et c'est beaucoup les étudiants qui ont l'occasion de faire ça, d'être pigistes. Tu peux le faire en freelance, tu peux le faire toute ta vie. Hein. Tu te mets indépendant, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, c'est pratique quand t'es étudiant. Parce qu'après. Et tu le faisais durant tes études Ouais. Okay. Même dès que j'étais encore en secondaire que je le faisais. Mec, t'as charbonné, hein. C'est de la chance. Allez? Ouais, il y a eu beaucoup de chance. En fait, je sais pas expliquer, il y avait des circonstances de temps. Ouais. C'est quand la chance rencontre l'opportunité. C'est ça, je sais pas quel mot on peut donner à ça. Est-ce que c'est la chance? Est-ce que c'est le karma? Le bon karma? Mais normalement, le karma, c'est dans une prochaine vie. Donc, est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est Dieu? Tu vois? J'en sais rien, mais c'est sûr qu'à partir du moment où la loi de l'attraction, c'est aussi ce qu'on pourrait imaginer, mais quand j'avais décidé ce que je voulais faire, toutes les opportunités se sont mises devant moi et je les ai prises à bras-le-corps, quoi. C'est travailler, tu imagines, j'étais en réto, je travaillais déjà à l'RTBF au service des sports, j'avais 17 ans.
Et attends, mais tu faisais quoi là? Parce qu'on disait que tu faisais un travail de larbin, mais même quand t'as 17 ans, travailler à RTBF, c'est quand même déjà... Avec du recul, je me dis, ouais, je faisais un travail de larbin, mais avec du recul aussi, je me dis, putain, respect, t'as 17 ans, tu faisais déjà ça. Je travaillais au service des sports où là-bas, je regardais tous les matchs de foot. Donc c'était mon kiff. J'adorais les matchs de foot. Merci, j'ai joué à Football Manager. D'ailleurs, si je te montre bien, quelque part, je dois avoir un petit Football Manager qui traîne quelque part. C'est un vieux jeu de l'époque. Je suis sûr, hein, je te jure, je suis sûr. Allez. Si je cherche un petit peu, je vais t'en trouver un ancien. Ouais, non, j'ai dû les ranger à côté. Football Manager, c'est un jeu de simulation de foot. Et ça faisait qu'à cette époque-là, je connaissais tous les joueurs du championnat belge. Ne me demande pas comment ça se fait. Je jouais tellement à ce jeu que c'est même pas toi qui contrôle les joueurs, en fait. Hein. Tu es là, tu fais ton équipe et tout. Et moi, je saignais le championnat belge. Alors que c'est le championnat, tout le monde s'en bat les couilles, tu vois. Moi, je le saignais parce que j'étais fan d'Anderlecht et tout. Et je disais, ah ouais, il y a tel joueur, je vais acheter celui-là, ouais, purée. Et donc, ça faisait que j'avais une bonne connaissance du championnat belge, des joueurs, du 11 de base de chaque équipe. Et j'avais aussi, tu vois, concours de circonstances, eu cette chance de participer au Réto Trophy en Réto. Et Réto Trophy, c'est un truc de sport et tout. Notre prof de gym, il nous entraînait pendant les heures de cours. Donc tout le monde kiffait pendant les heures de cours. Mais dès que on nous entraînait pendant le mercredi après-midi, il n'y avait plus personne. Et je te jure, j'étais le seul qui était là. Et je me suis dit, waouh, comment je suis trop un con. Moi, je me pointe alors que... Et le prof, il a voulu me remercier. Okay. Il a viré tout le monde. J'étais le seul gars à avoir participé au Réto Trophy. Il a viré tout le monde. Attends, et c'est quoi le Réto Trophy? C'est un trophy, c'est une compétition qui n'existe plus, je crois, où toutes les classes de Réto de Belgique doivent participer à un bail de Koh-Lanta. Bon, il n'y a pas le feu et les épreuves d'immunité, mais tu as des épreuves, quoi. Et il faut essayer de gagner, avoir le meilleur temps, déplacer le plus de choses. Et à chaque fois, tu notes tes points, quoi, tu vois. Et j'ai participé à ça avec que des filles. Et je te jure, bah ouais, voilà. Et c'était ouf parce que le prof voulait être reconnaissant avec moi. Il m'a dit, tiens, tu veux faire l'IEX l'année prochaine? Nous, on cherche des assistants à la RTBF. Je dis, ouais, je suis chaud. Il me dit, ouais, en plus, je sais que tu t'y connais bien en foot et tout. Et donc, il m'a invité. Je suis arrivé. Je donnais ma carte d'identité. On me dit, ouais, est-ce qu'on peut avoir ta carte de banque aussi? Je dis, pourquoi? Pourquoi ma carte de banque? Mais parce que t'es rémunéré. Arrête. Sacré job. J'ai même pas pensé aux thunes, alors que pourtant je lui fallait de la thune, tu vois, mais je me suis dit non, c'est trop kiffant. Et donc mon métier, c'était regarder les matchs de foot, prendre note de tout ce qui se passe pendant un match de foot. Donc il y avait Anderlecht Bruges, je regardais, et dès qu'il y avait un fait de match, un tacle raté, un tacle glissé, un tir de loin, un tir dehors, et un truc qui se passe dans le stade, l'arbitre qui a dit un truc, eh ben je prenais le time code, je mettais l'heure à laquelle c'est passé, et j'explique et je donne un détail. Et je donne ensuite les consignes à un monteur et il doit faire un résumé. Et je lui dis, tu prends ça à telle minute, tu sors à telle minute. Donc j'ai appris le montage alors que je savais à peine faire des montages vidéo. Final Cut Adobe Premiere, c'était vachement pas disponible. Et surtout à ce moment-là, c'était grave chaud de les... Ouais, il fallait aller sur des sites de Warez et tout pour les avoir, c'était vraiment galère. Et je disais au monteur, et le monteur, hop, il faisait le montage et il m'a envoyé ça avec une cassette encore à l'époque. Ouais, ça fait de moi un vieux. et je te jure, c'était une cassette... C'est ouf. Ils ont numérisé quelques temps après. Ouais, vraiment. C'est-à-dire. Et c'est cool parce que voilà, je faisais ça tous les week-ends, le vendredi, le samedi soir. Et c'était super bien payé. Quand t'as 17 ans et que tu te retrouves chaque week-end avec 250 balles qui arrivent sur ton compte, mais tu fais mais d'où? Comment? Eh ben, tu sais quoi? C'est ouf parce que j'ai assumé plein de tâches. Je travaillais beaucoup dans l'Oreca. Je gagnais blindé ma life de mes 17 à mes 20 ans. Et quand j'ai commencé la radio KIF et j'ai arrêté tous mes trucs, je me suis concentré dans mon bénévolat. Et donc, je suis passé de plein de thunes qui rentrent à rien. Mon padre, ma madre qui m'ont tué en mode mais non, mais c'est le moment de ta vie où t'es supposé justement avoir ton capital financier et tout. Et c'est là que t'arrêtes de bosser. Et je dis non, les gars, je le sens. Désolé, les gars, je parlais pas comme ça à mes parents, mais je disais, je le sens trop. Et j'étais à fond dedans, et voilà. Attends, mais voilà, non, il y a eu rebondissement après ça, parce que donc du coup, tu fais la radio. KIF, KIF ouais. À tes 20 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui t'amène à Fun, du coup? Ben, alors, tu sais, je suis un motivé de première, c'est-à-dire que quand j'ai une opportunité, et je suis tellement passionné par ça, je suis tellement pris, que je me dis, ok, tu sais quoi, KIF est en galère, j'arrive, et KIF n'avait pas son plan fréquence. Et la loi l'État avait décidé que maintenant une radio devait participer à un plan fréquence de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui lui permettait d'exercer. Et si jamais la radio n'avait pas ce plan fréquence, elle était illégale et devait fermer. Et en fait, le seul moyen d'avoir ce plan fréquence, c'était d'avoir énormément de signatures, de montrer que cette radio a une nécessité d'exister.
On parle d'une radio hip-hop. Il n'y avait plus de radio hip-hop à ce moment-là. Il y avait juste Skyrock en France. Il n'y avait rien en Belgique. La dernière, c'était Vibration, on l'avait fermée. Donc elle avait vraiment un rôle à jouer, cette radio, tu vois, hein, par rapport à une demande ou par rapport même à la culture. Et je me suis donné, gars. J'ai été démarcher les rappeurs que je pouvais connaître, que je connaissais pas. J'allais choper même des quinries. Quand il y avait des quinries qui étaient là, il y a eu Redman, il y a eu Method Man. J'étais les voir. Je dis, les gars, I need your fucking signature for radio in Brussels. J'expliquais le truc. Et les gars, yeah, okay, it's going down. Okay, we're gonna save this radio. Donc en fait, on a envoyé. Il y a eu lui, il y a eu Busta Rhymes aussi. On a envoyé des signatures à la Fédération de Bruxelles de blasts qu'ils connaissaient certainement pas, de Redman, Method Man et Busta, et de plein d'artistes belges. Justement pour sauver la radio. On a réussi, les signatures ont pesé, et ce qui est cool, c'est que de ce qu'on a fait là, le fait d'avoir rencontré plein de gens, ça a fait que j'ai rencontré des gens qui bossaient à Fun, DJ Man, DJ Psar, qui fait représenter une team de DJ qui s'appelle la MP Family, et eux on s'est bien entendu, on est devenus potes, et ils m'ont dit, ouais gars, t'es le seul mec. Nous à Fun Radio, on a des animateurs, ils y connaissent rien, on nous met toujours des animateurs qui connaissent rien, ils disent Rihanna, ils prononcent super mal les blazes. Ah non mais gars, laisse tomber, il y a des trucs. Pour ceux qui pourraient se demander, mais attends, mais c'est qui Rihanna? C'est vraiment Rihanna, quoi, une façon tordue de dire, complètement Nicki Minaj. Tu vois, il disait Nicki Minaj, le nouveau Nicki Minaj. Le nouveau Nicki Minaj. C'est ça, il massacrait les blazes, il massacrait tout. Genre, je sais pas, Notorious B.I.G., il disait Notorious Big, tu vois. Et donc, du coup, ils se disaient, ah, mais gars, on a besoin d'un mec qui connaît. Alors, ils m'ont proposé, je leur ai dit, ok. J'étais encore sur KIF. Et eux étaient déjà chez Fun. Ils étaient déjà chez Fun, ils étaient DJ là-bas. Ils m'ont proposé, et puis j'ai dit, ok, j'ai fait les deux. Donc, j'ai fait KIF. C'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Tu rencontres un tel, et puis à un moment donné, les énergies passent, à un moment donné, le gars, il se dit, ah putain, faut que je pense à lui, c'est le mec qu'il faut pour ça. C'est ça les énergies en fait, tu vois. Et ça, donc c'est du fait. Coup tu vas, t'as un entretien ou une candidature spontanée Ouais, si, il y a entretien, on me teste, on me dit ouais, ta manière d'animer c'est très local et t'animes pas comme les autres animateurs radio animent, tu vois. C'était pas, on n'était pas salut à tous, bienvenue en plein cœur de 40 minutes de son de la suite sur Fun, on va trop bien s'amuser. Alors, on monte le volume de ta radio, c'est parti, on est dans le turfu. Et turfu, ça se disait même pas. Et tu vois, et je n'animais pas comme ça. Je balbutiais, je butais sur mes mots, ça m'arrive encore. Et je me rappelle, gros coup de pression. On me dit, ouais, écoute, si jamais tu veux l'antenne, si tu veux continuer à moyen terme, faut que la semaine prochaine, ce soit vraiment bon. Waouh. Coup de pression. Moi, faut que la semaine prochaine, ça soit vraiment bon. Ouais, et la semaine d'avant, c'était exécrable. Ils me disaient, ouais, mais non, ça va pas. Je faisais des erreurs techniques et tout. C'est normal, il y avait le stress. Tu passes de local à national, il y a toute la Belgique qui t'écoute. Tu fais, waouh, gros coup de pression. Eh ben, tu sais quoi? Moi, j'aime bien fonctionner sur la pression. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Et ben, la semaine d'après, le mec m'a dit, c'est bon. C'est bon. C'est validé, t'as mis une claque. J'étais tellement dans la pression pendant toute la semaine, j'étais focalisé sur ce moment-là. Et puis, à ce moment-là, c'était bon. J'avais l'émission hip-hop. Que dans 6 mois après, on a déjà changé le nom de l'émission. Je suis venu avec un autre, on a changé le concept. Pendant que sur KIF, je faisais encore des émissions, je changeais d'émission, je faisais plein de trucs. Et ouais, j'ai commencé à toucher au DJing aussi à ce moment-là, tu vois. Tout s'est effacé en parallèle un peu. Damn. Et donc, t'arrives sur Fun, on est en quelle année là? 2009 tu comptes 2 ans après 2009. 2009, ouais. Putain, je suis bon dans les dates. Hein. Avec un passage très court par Énergie en 2008. Ok. Ouais, j'ai failli débarquer sur Énergie. Ouais, parce que c'est appelé retour finalement, puisque t'es. J'ai été finalement. T'as été après 8-9 ans. Ouais, mais c'est drôle parce que ça a été rapide. Pourquoi? Parce que je passais des tests. C'est quelqu'un là-bas qui aimait bien ma manière d'animer. Mm-hmm. Et donc, du coup, je passe des tests. Et je sais pas, il y a un gros chamboulement, les audiences sont pas bonnes, mais je suis pas à l'antenne, donc c'est pas ma faute. et il vire le directeur d'antenne qui avait validé mes tests. Et donc, du coup, gros chamboulement, je suis plus appelé. Bon, après, j'ai fait mes aventures à Fun. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. Il y a un changement dans la structure. Les gens qui étaient là en test, ça passe un peu à la trappe, quoi. Évidemment. Donc, voilà. Mais ouais, comme ça que ça s'est passé. Tu sais, ce qui me fascine avec le monde de la radio, je parle comme si j'avais fait ça depuis des années. Non, mais t'inquiète. Hein. Mais je dis, ce qui me fascine, c'est que
J'écoutais déjà l'autre jour une interview avec Manu Payet, tu vois, qui a du coup fait de la radio aussi sur Énergie pendant 10-12 ans, un truc comme ça. Et il disait que c'est un métier d'adrénaline à fond. De ouf. C'est quand tu sens que tu dois parler devant des millions de personnes. Et en plus de ça, c'est un métier où tu es seul dans ta cabine quand même, tu vois, ou avec ton réal, avec ton équipe, mais ne dépassez pas un certain nombre de personnes. Et qu'il y a une sorte d'ego qui se crée, tu vois. Est-ce que tu penses, tu as l'impression qu'il y a quand même un côté... tu sais, c'est un métier de l'ombre, mais en même temps, enfin, pas tellement de l'ombre. C'est pas genre t'es une resta, t'es Will Smith, t'es au devant de la scène, mais t'es quand même suffisamment... tu vois, les gens te reconnaissent, se retournent dans la rue quand tu t'es au Aldi et que tu dois payer tes courses et que tu fais « Oui, ce sera ça. » Attends, mais je reconnais cette voix. Je connais cette voix. Ouais, c'est ouf. Ça t'arrive souvent ou pas ? Ça m'arrive encore. C'est drôle un peu toute l'image que t'as donnée, le gars qui est un peu dans sa cabine et qui est un peu en solo et qui parfois doit porter une émission en solo, parfois avec ses co-animateurs et tout. Et ouais, il y a clairement un concept égo alors qu'il se crée. Mais c'est drôle parce que la radio de l'époque de Manu Payet, on est dans les années 2000 jusqu'à 2010, 2012, 2013, c'est vraiment big. C'est vraiment big. Depuis les 90s jusqu'à 2012, comme ça, 2011, 2010, c'est vraiment énorme. Et parce qu'il n'y a que ça, en fait. Il n'y a que ça qui est en direct. La télévision, parfois, c'est rare, t'es encadré, t'es dans une boîte, il y a plein d'effets. Là, c'est un gars qui te parle, c'est une voix qui te parle, en direct, elle est là. Et elle est chaude, elle est sulfureuse, elle est tout ce que tu veux. Ouais. Et clairement, ça te communique un bail et ça te starifie complètement. Mais là, c'est fini. Ça, c'est vraiment une période de la radio qui est terminée. Il n'y a plus de stars de la radio. Il y a plus de... Tu peux prendre demain un morning en Belgique ou en France. Ils vont plus aller choper des stars de YouTube ou des stars, même pas, des stars vraiment de la télé, en se disant ouais, on va ramener une star de la télé, ça nous permettra d'avoir de l'audience. Tu deviens plus une star grâce à la radio parce que la radio c'est devenu le média, il est passé en division 3, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui t'es une star via Snapchat, via TikTok, via Insta, via YouTube, ouais. Via Twitch. T'es plus une star via la radio. Et peut-être ça va revenir, hein, mais là, entre-temps, c'est dead. Mais de ces périodes, il y avait eu un truc. Et ce qui est dingue, c'est que moi, je suis arrivé dans cette période de fin. Je suis arrivé en libre antenne en 2011. Et c'était la fin. Il n'y avait plus de... Les réseaux sociaux, Facebook étaient bien installés, YouTube était bien installé, tu vois. Mais on a eu vraiment de la chance en Belgique. Quand je dis on, c'est avec les membres de l'équipe et tout. C'est que on a utilisé Facebook dès le début. Et c'est-à-dire que quand on a commencé la radio, on la faisait fonctionner avec les réseaux. C'était tout était multiplié. On faisait un truc, ouais, retrouver sur Facebook, ouais, nanana. Ce qui fait que naturellement cette page Facebook a augmenté, qu'on a réussi à utiliser la viralité des réseaux. Et ouais, parallèlement à ça, on était vraiment sur ce déclin avant que la 4G se devienne complètement accessible à tout le monde. Ouais. Parce que le jour où la 4G était accessible à tous en France et en Belgique, surtout en Belgique, ton téléphone qui te servait au début, tu branchais le câble, tu pouvais écouter la radio à travers le Galaxy Mini par exemple, qui était super bien vendu chez les jeunes parce que c'est le seul moyen de sortir, tu vois. L'ordinateur, il devait éteindre à partir d'une certaine heure. Il y avait vraiment tout un concept que là, quand la 4G est arrivée et que la 4G s'est démocratisée, tout le monde pouvait avoir un abonnement pour R, et ben là, c'était bon. C'était ruiné pour la... C'était ruiné pour la radio. Pour la radio, c'était ruina pour les réseaux sociaux. Ouais. Et en fait, il y a vraiment... ça s'est transféré directement. Et c'est normal, les réseaux, ils te mettent 1000 infos à la fois. Tac, 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 il y a ci, il y a ça, il y a tchic, tchac, tchoc. Alors que la radio, t'es prisonnier du flux. Et tout le monde l'a vécu. La télévision l'a vécu aussi. Mais beaucoup plus la radio. C'est marrant de t'entendre parler comme ça parce que c'est vrai que moi, je me souviens, donc 97 ici, tu vois. Quand j'avais 14 ans, 13-14 ans, on t'écoutait toi et quelques autres. Énergie, je pense à l'époque, il y avait encore Guillaume. Il y avait Guillaume, ouais. Mais il y avait un côté super intimiste, tu vois. Genre, enfin, tu vois, du coup, le lendemain, à l'école, on récré et tout. On en parlait. On disait, tiens, t'as écouté, putain, trop marrant, le gars qui est parti, qui raconte son anecdote, ses couilles bleues, nanana, qui nous passait à la radio. Ouais. Et c'était toute une effervescence, tu vois. Il y avait un côté, c'était comme la série du soir. Ouais. Et on se racontait les épisodes au fur et à mesure des jours. De ouf, dans les écoles, c'était dingue. C'était dingue. Et j'imagine que après, je regarde mon petit frère qui a 12 ans aujourd'hui,
c'est pas du tout son monde, quoi. Non. Enfin, Non, ils ont la même chose avec autre chose, quoi. Ils ont ça avec les Twitch. C'est avec, ça. Mais il y a beaucoup maintenant. Ouais. Excuse-moi de t'attendre, mais il y a beaucoup. Aussi bien avant, t'avais 2 libres antennes, deux, tu vois. Que là, t'as combien de mecs qui parlent sur Snap, t'as combien de gars qui parlent sur Insta, combien de gens font des directs sur Insta, combien de gens font des podcasts, tu vois, il y a beaucoup. Il y a tellement que c'est cool parce que maintenant, tu peux plus te reconnaître dans un truc où tu dis ça me parle, où j'ai envie de découvrir ça. Ah, j'ai envie de découvrir comment est-ce qu'on fabrique ça. Bah, c'est bon, il y a qu'un gars qui fabrique, je sais pas, des panneaux solaires. Bah, il y a un mec qui fait ses tutos et qui fait des podcasts sur les panneaux solaires. Et il fait que ça. Donc, en fait, tu vas vraiment vers ton choix. Aussi bien la radio, tu dis, ouais, flemme, ils vont parler d'un truc, ça me saoule. Ils vont parler de sexe, j'aime pas qu'ils parlent de sexe. Mais j'attends qu'ils parlent. C'était la culture de l'attente. La culture de l'attente, elle est morte. Elle est morte. Elle est finie. Oui. Elle est finie. Il y a encore parfois Netflix qui le fait avec Disney+. Pour des grosses séries, ils savent que ça va cartonner, donc ils font la culture de l'attente. Allez, un épisode par semaine et tout. Il y a Damso qui joue avec la culture de l'attente et quelques artistes, des Nekfeu et tout. Mais sinon, aujourd'hui, tout le game, la télévision, le cinéma, McDonald's, tout, aujourd'hui, c'est faire plaisir immédiatement. La musique, c'est le meilleur exemple. C'est faire plaisir immédiatement, là, tout de suite, directement. T'es pas capable d'attendre un truc et tu t'es en chien. Et donc, du coup, si c'est trop long, si ça arrive dans trop longtemps, flemme. Donc on te sort des add-ons de jeux, on te sort plein de trucs, là, pour te rassasier. Et ça va à une vitesse fulgurante, tu n'as plus le temps d'apprécier. Toi, t'appréciais quand t'écoutais la libre antenne. C'était un vrai plaisir. Voilà, et plein de gens donc, du aussi. coup, tu vois, t'associes cette phase de ton adolescence ou de ton enfance à ce moment précis, tu vois. Et c'est vrai que tu tiens quelque chose de très vrai, c'est que aujourd'hui, il y a sans doute un côté, on n'est jamais rassasié. Et on est rassasié pour très peu longtemps. Tu vois, on consomme un contenu, que ça soit un film, que ça soit une série, mais on l'a binge-watch. On dit ça, c'est devenu courant de dire ah putain, je me suis binge-watché toute cette série sur Netflix, où j'ai écouté cet album et puis après je suis passé au suivant. Tu le digères pas, t'as pas l'occasion de prendre le temps de dire attends, 4 semaines plus tard, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, 1 an plus tard, tiens, il goûte comment encore alors que ça devrait être ça pour toute œuvre artistique. Et c'est dommage. C'est dommage comme tout. C'est dommage et c'est tout le game qui est comme ça en fait. Dis-moi, est-ce que tu en gardes un beau souvenir de tes années de radio, typique de radio? Ouais, oui et non. J'ai un grand oui et un grand non. Vas-y. Un non effroyable, un non genre plus jamais, et un oui en mode putain quel kiff. Oui pour le fait de passer devant une école et d'avoir ouah putain on a écouté ton émission hier, c'était un truc de ouf, ouais nanana, ou juste passer, on t'a pas reconnu mais t'entends qu'il parle de ça, c'est un plaisir immense. Les retours, ouais grâce à toi j'ai rencontré la femme de ma vie parce que t'avais dit faire un rendez-vous quelque part et les célibataires devaient se rendre à une place et j'ai fait un truc comme ça et les gens se sont vraiment rendus sur place et ils sont vraiment rencontrés et il y a vraiment eu, moi c'est ce que je garde le mieux, hein, vraiment le plus positif, c'est vraiment les feedbacks auditeurs, les retours auditeurs, la vibe, l'énergie, le micro qui se met en on, et puis l'énergie aussi avec les co-animateurs, tu vois, ce qu'on pouvait transmettre, les barres de rire, c'était des moments, mais purée, mais trop bien. Ce que je déteste, c'est le monde de la radio. C'est un monde comme la télévision. Attention, je vais cracher dans la soupe. Crachons donc. Le problème, Balance les doses. le problème, c'est que c'est le pacte faustien là derrière. J'ai des valeurs et j'ai kiffé faire la radio pour les gens, pour moi, pour les gens autour de la table, mais j'ai pas kiffé faire la radio pour des résultats d'audience, pour des cibles, pour du marketing, pour de la publicité, pour un nombre d'SMS à atteindre, pour un nombre d'appels à atteindre, pour une pub qui doit partir parfaitement à telle heure parce que l'annonceur, il est super important. Et ça a été la partie que j'ai le plus détestée parce que c'est celle qui malheureusement régit absolument tout ce qui se passe. Ouais. C'est-à-dire que... Le fameux lancement, est-ce que tu pourrais nous en refaire un, comme à l'époque on s'écoute tout de suite non, juste avant cette horrible. Pub. Aïe, aïe, aïe. Horrible. C'est un peu ça la problématique, tu vois. C'est que j'ai kiffé ce que je faisais, mais j'ai pas kiffé où je le faisais. Ouais. Mais quel que soit l'endroit, hein, que ce soit Fun Radio, Énergie, c'est le système basé sur l'aspect économique, l'aspect marketing, l'aspect faut faire l'audience, tu vois. Et l'audience à tout prix. Ça dénature, et ça a dénaturé qui j'étais à un moment donné. Complètement. C'est-à-dire que quand
on te demande on te met des coups de pression en mode ouais, tes audiences sont baissées, bon, c'est compliqué. Et je vais être très honnête avec toi, hein, dans la radio, comme en télévision, comme dans plein de domaines d'ailleurs, hein, c'est même pas que forcément dans les médias, mais la radio, c'est très prononcé. T'as une mauvaise vague, on cherche ton remplaçant. Hein. Et on se le cache pas. Ils invitent, ils testent des gens devant ta gueule, en mode ah ouais, bah lui, il vient faire un test. Et des gens que tu connais, des gens que t'apprécies, qui viennent, ouais, Vince, rien de personnel, mais j'ai été invité pour passer un test. Jesus Christ. Et toi, t'es là, mais alors du coup. Tu le prends personnellement ou pas, à ce moment-là? Tu dis non, tu le prends pas personnellement, mais tu le dis, mais c'est quoi ce monde de pute? Tu le prends pas personnellement parce que tu dis ok, c'est le game, mais j'ai jamais accepté toute personne qui disait c'est le game qui est comme ça, parce que je n'ai jamais cédé à ça. À partir du moment où il y a eu des pressions, que l'émission allait sauter, j'ai jamais menacé mes co-animateurs de les virer. J'ai jamais menacé un gars qui se faisait tailler par mon patron en mode j'aime pas celui-là, j'aime pas ton co-animateur, j'aime pas ton truc. Et j'ai eu que ça, hein. Moi, tous les gens avec qui j'ai bossé, mes co-animateurs, mes patrons les taillaient en mode non, celui-là je l'aime pas personnellement. Un administrateur qui écoute, qu'on n'a jamais vu, qui envoie des mails, oui, je n'aime pas du tout le ton qu'il emploie, mais c'est pas à toi que ça doit plaire aux gens, tu vois. Mais je les ai toujours défendus, et j'ai toujours défendu l'équipe. Et ce que je n'aime pas, c'est quand t'as des gens qui disent ah ouais, mais en fait c'est le monde de la radio qui est comme ça, donc c'est normal de faire ça. Mais non, c'est pas normal. À partir du moment où tu perds tes valeurs à ce niveau-là, bah alors soit si tu es heureux comme ça, tant mieux, hein. Si les gens sont heureux comme ça et qu'ils se disent oh je m'en fous, business is business, il n'y a pas de problème. Mais c'est là où ça dénature la chose, c'est que lorsque tu es là pour donner de l'amour aux gens, pour les faire kiffer, les faire rigoler, leur ouvrir les yeux sur certaines choses peut-être, sans prétention, mais les écouter. Explique-moi ta life, comment est-ce qu'on peut t'aider et tout. Quand ça, c'est régi par des institutions publicitaires, par des marques, par des entreprises, des compagnies, parce que forcément, une radio vit grâce à ses annonceurs, ben là, tu dis en fait que quoi qu'il arrive, c'est dénaturé. Parce que si demain, j'ai quelqu'un qui va passer à l'antenne et qui va me dire ouais, Vince, j'ai besoin de toi, écoute... je suis obèse, je me sens pas bien dans ma peau, etc. Et qu'on va lui dire, mais gars, attends, l'alimentation, comment ça se passe? Ouais, gars, je bois plein de coca. Je fais, mais coca, c'est de la merde. Mais je me fais allumer. Je lui dis, je suis dans une antenne, j'ai le droit de le dire. Je lui dis, mais gars, c'est normal, tu bois blindé de coca. Bah, s'il y a un gars de Coca-Cola qui entend ça, et j'ai cité Coca-Cola qui est un exemple, mais il y en a des tonnes d'autres. Parmi tant d'autres. Et ben là, c'est gros coup de pression, et puis ton patron, t'as une marque, etc. Et ça m'est arrivé plein de fois. Est-ce que tu avais des rapports d'émission à chaque fois? Genre, tiens, Vince, à telle minute. Non, pas à chaque fois, mais il y avait des moments où il se passait des choses, il y avait des plaintes au CSA. Ouais. Il n'y avait pas de plainte au CSA qui a abouti à quelque chose. Tu vois. Ça a toujours été des. Voilà, ah ouais, on n'a pas pris dans le contexte, on n'a pas compris, on n'a pas pris dans son ensemble, on est arrivé pile au milieu, on n'a pas entendu ce que tu avais dit avant, etc. On n'a pas capté que tu étais dans un rôle. Ah purée, ouais. Parce que tu zappes et tu m'entends dire un truc. Mais tu sais pas qu'en fait on est en train de casser justement, enfin voilà, mais c'est pas grave. Mais sinon, ouais, si, j'ai quand même eu des trucs un peu. Du retour un petit peu. Ouais, sur remontée de Bretagne. Ça a toujours été basé sur des histoires de marques, hein, d'entreprises. Mais tu sais, en t'entendant parler, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est ce qui anime beaucoup d'artistes qui doivent réaliser des prestations, hein, tu vois. Parce que il y a pour une certaine institution, on va dire. Parce que toi, en tant qu'artiste, ou créateur, eh bien, tu réalises une série de choses, de production. Et toi, ton but premier, c'est de connecter avec ton public. Tu l'as dit au début de l'interview, tu vois, mon rôle et ce qui m'anime, c'est de communiquer avec les gens, tu vois, de leur partager quelque chose, que ça ait du sens, tu vois, que on puisse aboutir à une sorte de relation, que je puisse partager les passions qui m'animent, la musique et bien d'autres choses, tu vois, que je leur fasse vivre un bon moment, que quand je passe à côté de leur école, ils disent « Ah putain, on se rappelle de ça ». C'était en tout cas mon cas en plus. Et c'est vrai que quand tu fais ça pendant un temps et que tu as quelqu'un qui est au-dessus de toi, hein, qui a un autre agenda en fait, où il dit « Mais ça, ce n'est qu'un moyen parmi tant d'autres de faire de la thune. Donc si ça marche, tant mieux. Mais si je peux trouver un autre moyen pour le faire, et que c'est pas forcément toi d'ailleurs, bah, je ne manquerai pas Exactement. de le faire. Exactement. Et je peux comprendre qu'au bout d'un temps, tu vois, au bout d'un certain nombre d'années, tu dises ok, c'est trop lourd. C'est trop lourd à porter de devoir toujours regarder à chaque fois. C'est vraiment courir avec des... En fait, c'est faux. C'est-à-dire que tu ne peux pas
Et des gens y arrivent très bien, hein. Ils se disent ouais c'est bon, c'est mon business, mais moi je n'arrive pas, ça fait partie peut-être de mon éducation. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont arrêté quand même, tu vois. Enfin, je veux dire, qui font ça pendant un temps, et puis après un certain nombre d'années, qui disent ouais, ça devient trop lourd. Ouais, t'en as, c'est des grosses machines, et ils continuent, ils sont à fond. Et puis parfois, t'as la force des choses qui fait, tu vois. Moi, la réalité, c'est que lorsque les audiences étaient très bonnes, il n'y avait pas de problème. Mais lorsque les audiences ont été mauvaises, et attention, les audiences ont été mauvaises, parce que c'est dû à moi, c'était une érosion de toutes les radios. Hein. Toutes les radios se sont érodées, pour les raisons que je t'ai citées avant, tu vois. 4G, changement de technologie, et donc du coup, changement d'intérêt, etc. Bah, la radio n'estime pas qu'elle doit refaire se remettre en question, qu'elle doit refaire son procès, ou qu'elle doit se regarder un petit peu dans le miroir. Elle se dit pas que c'est sa faute. Elle se dit pas qu'elle a manqué un train, un Boeing. Elle se dit juste, c'est la faute de l'animateur en place, on va le changer. 2020, tu mets de côté ta casquette d'animateur, pendant un temps du moins, et tu deviens producteur. Et producteur d'un documentaire. D'un documentaire qui s'appelle Kin Tout est vie. Qui, j'allais dire qui met en scène, mais c'est pas du tout vrai. Ça met pas du tout en scène, qui suit Damso. Qui va en fait diffuser pour la première fois, en fait de son album Calf. Je l'ai revu ce documentaire hier soir. Il m'a tellement touché, frérot. Merci, putain. Vraiment, c'est dingue. Il m'a touché parce que ça a tellement bien dépeint, en tout cas, ce personnage qu'il est, et la personne qu'il est, en fait, tu vois. Dans tout. Et puis l'Afrique, et puis le Congo, chez nous, tu vois. Le fait que notre Afrique n'est pas montré d'une manière dégradante, ou même, tu vois, quand on veut faire trop l'inverse de c'est pas grave, tu vois, on veut montrer que les aspects positifs, et non, c'est juste dans la vérité, l'authenticité. Et on l'a suivi, on était là. Et donc, remets-moi un petit peu en contexte de tout ça, vas-y. Parce que j'ai l'impression qu'on pourrait en parler pendant 40 minutes, mais... C'est une aventure incroyable à l'image d'un gars comme Damso. Parce qu'on pourrait aussi parler de Vie et... Ah ouais, le titre The Vie Radio. La radio sale, la radio noire. Putain, ça aussi c'était un kiff. Mais tu vois, ça démarre en fait de The Vie Radio. J'ai l'équipe de Damso qui m'appelle, il y a un an là, et ils me disent Vince, on voudrait que tu participes à l'album de Damso. Je dis les gars, je produis R, non t'inquiète, on a besoin d'un truc radio. Je fais ok, très bien. Je suis venu donc en juillet, on s'est mis en studio, il y avait Damso, il y avait des prods qui étaient là, Prince D que j'avais plus revu depuis des années, on se côtoyait à une époque où il y avait un rappeur qui s'appelait Romano et tout, rest in peace d'ailleurs. Et je l'avais plus vu depuis 10 ans, et ça faisait plaisir de le voir et tout, et puis je connaissais le DJ et manager de Damso, Santos et tout, des soirées, donc voilà, c'est bon, c'est BX, tu vois, on était là, tranquille. Et bosser, c'est assez petit, hein, finalement. Ouais. Et puis Damso, je crois que c'est la deuxième fois que je le voyais, donc la troisième, donc chill. Et je dis mais gars, pourquoi je dois faire quoi, qu'est-ce qui se passe? Et on me dit on a besoin, on veut faire une intro, on veut faire l'intro d'un son qui va se passer avec Hamza, et on veut que tu animes cette intro, que tu la présentes en mode radio et tout. Je fais ok, mais tu veux ça comment, tu vois? Comme une radio des années 90, tu veux du énergie ou du fun. Moi je lui dis frère, moi je vois pas du tout prendre faire une animation à l'énergie ou fun. Je lui ai dit clairement, ça va pas matcher. Je lui ai dit non, faut qu'on fasse un truc Los Santos. Exactement, tu vois. On n'a pas cité ça, mais c'est ce que tout le monde disait. Ouais, on dirait trop les radios dans GTA et tout. Et ça s'est fait naturellement. Il me dit ouais, le nom de la radio c'est The Vie Radio. Et il me dit voilà, et c'est pour présenter le son avec Hamza. Mais je dis mais le son avec Hamza il est où? Hamza va arriver, on va le faire là. Ah ok, ouais, mais attends gars, je peux pas présenter un son que je connais pas. Si je vais présenter un son mais je l'ai pas entendu, il faut que je rentre dans la vibe et tout. Et là on me dit ouais, mais bon, ça risque d'être tard quoi. Je fais c'est bon. J'appelle. J'annule ma soirée. J'annule tout. Gars, je suis arrivé à 17h, je suis reparti à 5h du mat. C'était incroyable. On a commencé à composer le truc, j'entends un machin qui sort, et donc il y a Damso qui dit ouais tiens tu penses quoi de ce beat et tout. Je dis ouais il faut une instru. Il dit ok une instru, tac, il sort un beat, et je dis ah putain cette instru là elle est lourde quoi. Ok tu sais quoi, vas-y je vais écrire là-dessus. Tout à l'heure je vais écrire là-dessus. On a commencé juste à se dire ouais est-ce qu'on rajoute des basses, et t'avais les prods, ils étaient tous un peu autour de
cette instru. C'est une instru, je sais pas qui avait composé. Et tout le monde était, ou c'était peut-être un sample, j'en sais rien, mais tout le monde était autour en train de recomposer au-dessus pour rajouter des trucs, rajouter quelque chose, nana. Et je dis, ok, c'est bon, ça c'est l'intro. Tu vois, le son un peu jazz, etc., que t'as à l'arrière et tout. Et puis il y a Hamza qui arrive, et là, c'est parti. Ça écrit, ils sont en train d'écrire leur bail, ils sont en train de répéter. Damso, il part, il revient. Ça t'a fait comment déjà de côtoyer des futurs, enfin déjà maintenant des légendes du rap game, et en plus en cours de création. Mec. C'est fou. C'est quoi? C'est BX, j'ai envie de dire. Enfin, pour moi, tu vois, Hamza, je l'ai vu quand il enregistrait vite fait en loose day dans des petits studios. Donc après, je vois des petits qui ont grandi, qui ont évolué. Bon, Damso, je l'ai connu quand même à l'époque de Salle d'attente. Mais je me dis, voilà, c'est des artistes, ils vont faire leur sauce et tout, mais clairement, c'est vrai que quand tu penses à l'aura et à l'histoire qu'ils ont maintenant, tu te dis, ok, c'est des talents. Et bon, Damso, là où ça reste toujours subjugant, c'est sa manière de poser en une traite. Il est efficace en studio. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça écrit, ça compose, on fait monter le... Tous les producteurs sont en train de composer le son depuis la base. Et à un moment donné, c'est parti. Hamza, il va poser son truc. Nickel, tu sens que le défi était important pour lui. Ça s'est ressenti, il a vraiment tapé un couplet et un refrain vraiment bien. Ouais. Et puis là, t'as Damso qui arrive et... il casse tout. Il balance ça, mais comme si c'était de l'eau. Vraiment, d'un coup. Il fait, ok, c'est bon, je fais les backings. Et t'es là, non mais gars, il a fait d'une traite. Ouais. Mais quand tu te dis que ce mec-là, ce que t'écoutes dans BXLZO, c'est quasi d'une traite, tu fais, mais... Et c'est ça qui te mène à quoi? Une proposition, genre je discute avec lui, je lui dis, écoute gars, il y a des connexions qui se font là. Je travaille à l'RTBF. La RTBF, ils ont taillé pour, comme tous les médias, hein, ils ont tous taillé quand avec l'histoire de l'hymne national, évidemment. Voilà, de l'hymne des Belges pour la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, je sais plus, pour la Coupe du Monde. En 2018 là, Coupe du Monde, ouais. C'est ça, la Coupe du Monde. Ouais, c'était la Coupe du Monde, ouais. Tout le monde l'a taillé. Tout le monde. Et la RTBF y compris, je dis, écoute, moi je suis maintenant la RTB. Ok, tu poses tes balls. Si on doit faire un truc, moi j'ai des contacts, les amis. Moi je lui ai dit, écoute, si on doit faire un truc, faut le faire. Je pense que pendant trop longtemps, t'as été négligé en Belgique. Clairement, il a été négligé d'un point de vue média. Ça a été, c'est le mec qui vend le plus. Il a battu des records de vente. C'est un des artistes belges les plus dingues de toutes les dernières années, même plus. Mais négligé. Vraiment négligé. Que ce soit par tous les awards, tous les trucs de récompense, etc. Où tu dis non, il faudra à un moment donné rendre à César ce qui appartient à César. Pour la culture, pour ma culture, pour la sienne, pour nous, quoi. En disant, mais les gars, on peut pas performer autant sans avoir au moins un minimum d'attention de nos médias. Et sans avoir un minimum d'investissement de nos médias, tu vois. Et donc moi je lui ai dit, écoute, je sais pas ce que tu comptes faire pour la sortie de Calf, mais si t'as envie de faire un bail au Congo, n'importe, je sais pas, tu m'appelles et moi je vois ce que je peux faire avec l'RTBF. Et je le disais avec conviction, tu vois. J'ai préparé le terrain à l'RTB, je dis les gars, je vous dis pas le nom, mais préparez parce qu'on ne sait jamais qu'on doit faire quelque chose. Mais moi j'ai posé ça là, on était en juillet, quoi. Et puis, on a 3 semaines avant la sortie de Calf. Et il m'appelle en mode écoute, on sera à Kin. L'équipe m'appelle et on sera à Kinshasa. Telle date, est-ce que tu es toujours chaud pour ce dont tu nous as parlé? Je dis 3 semaines. On est short. Parce qu'il faut savoir, pour toute une équipe de prod, t'as un réal, t'as tout. Juste pour la RTBF, qui est un système très lent, mais très efficace, mais lent. Dire à la RTBF, en 3 semaines, vous devez organiser un documentaire là-bas. Voilà. Gars, je vais t'épargner tous les détails, mais on l'a fait. Je me suis occupé de toute la production, donc la coproduction avec Damso, donc du voyage, de ce qui se passait sur place, de l'événementiel sur place, de l'équipe vidéo, tout. Beaucoup de choses, et avec un plaisir immense. J'ai dû même prendre de nouvelles casquettes, hein. J'ai géré l'équipe Bouscapé, j'ai géré Enfin, à un moment donné, j'étais l'attaché de presse et je suis celui qui s'occupait des autres médias sur place. Ouais. Alors que c'était pas mon rôle, mais je l'ai pris quand même parce qu'on était en équipe, on a bien fonctionné. Ouais. On était tous sous... Mais ça se ressent de fou que la vibe et le but étaient communs, tu vois. Viens, on va faire rayonner
notre chez nous, tu vois. J'aurais vraiment pas donné autant d'énergie si ça avait été un autre artiste ou un ailleurs, tu vois. Un Paris, un New York. Non. Là, il y avait le poids de l'histoire. C'était important pour lui, clairement. C'est son histoire. C'est plus son histoire que la mienne. Moi, c'est plus l'histoire de mes enfants, puisque mes enfants sont congolais, du coup, d'origine. Et que le Congo, pour moi, c'est le centre même de ma vision, en tout cas, de l'Afrique. Je veux dire, t'as vécu en Afrique, t'as vécu au Congo, tu connais l'Afrique. Tu peux dire je connais l'Afrique en ayant vécu au Congo, tu vois. Tu vis dans certains autres pays africains, tu vis en Afrique du Sud, non, t'as pas... Je pense que même si, tu vois, je pense qu'il y a une histoire commune à l'Afrique et au rapport avec l'Occident, déjà. Ah oui, le rapport avec l'Europe et les colonies, tu vois. Moi, je suis burundais et rwandais, et je me dis, mais... Quand j'ai vu ça, ça y est, ça me revient. Tu vois, et je me dis, en regardant le documentaire, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est beau de voir un pays comme chez nous, tu vois. Mais c'est chez nous, tu vois. Qui est si bien dépeint et qui est renforcé, estimé, valorisé, considéré, tu vois. Et ça fait du bien. Ça te fait souffler, ça te donne un instant où tu dis, ok, on tombe pas forcément. Le monde ne tombe pas en ruine. Ça te donne de l'espoir, tu vois. Et je pense que c'était d'ailleurs une des dernières phrases du documentaire. Ouais. C'était un truc du style. Vince, on arrive tout doucement à la fin de l'interview, là, déjà. Waouh, ça va vite, hein. On est déjà à 2 heures, non? On est à 2 heures, en vérité. Non, on n'est pas à 2 heures. On a 1 heure et quelques. T'inquiète. Et avant de se quitter, je voulais quand même te poser quelques petites questions. Notamment, c'est quoi ton projet le plus fou que tu comptes faire là pour bientôt, dont tu peux parler ou que tu peux vaguement mentionner? Mon projet le plus fou, c'est un projet de vie. Vraiment. Je peux t'en parler, clairement. Vas-y, balance. Je t'en ai parlé aux antennes, un petit peu. Pendant le confinement, l'année dernière, j'ai commencé à lire, à relire, à prendre le temps, à réfléchir en me disant, il y a un virus qui vient d'arriver, qui est une régulation involontaire de notre système, un peu, tu vois. Cette régulation, elle tombe d'où, pourquoi elle est là. Et je suis pas rentré dans les trucs de théorie du complot, comme certains sont rentrés, mais je suis juste rentré dans cette considération de me dire, ok, ce virus a arrêté le système en Chine, qui a fait que ça a eu des impacts sur la PlayStation 5, ça a eu des impacts sur nos masques, ça a eu des impacts sur plein de choses, en fait. Tu t'aperçois et c'est là que ce premier confinement m'a permis de sortir un peu de cette matrice dans laquelle on est, de métro boulot dodo, et que même si j'ai une vie qui n'est pas de métro boulot dodo, elle représente quand même ça, de remettre en question le système scolaire que j'ai refait toute ma vie. C'est pour ça que j'ai fait School Up d'ailleurs, c'est parce que j'ai remis en question le système scolaire. Remettre en question le système dans lequel on est, c'est de le comprendre, pourquoi. Et j'ai lu. Et surtout, j'ai enfin pris le temps de me renseigner sur un truc dont j'avais jamais le temps, que je connaissais en bribes et que je connaissais le danger, mais pas la hauteur, et c'est le réchauffement climatique. C'est les limites énergétiques, les limites planétaires, c'est notre société de surconsommation, notre destruction de la biodiversité, notre destruction du vivant, végétal comme animal, l'anthropocène, l'extinction de masse qu'on est en train de réaliser en ce moment. Et j'ai pris le temps de le creuser, de lire plein de livres, les livres de Jean-Marc Jancovici, de Pablo Servigne, d'Aurélien Barraud, les livres de Philippe Biwix, la low-tech, c'est quoi la low-tech? Nos téléphones de plus en plus performants, c'est quoi la low-tech? C'est quoi pouvoir réduire notre impact énergétique et tout ça? Et tout est très lié, en fait, même par rapport à l'histoire de Damso, on parle des... Tu ne parles pas du Congo sans parler du Kivu. Tu ne parles pas du Nord Kivu sans parler des mines de cobalt, de coltan. Tu ne parles pas de cobalt et de coltan sans parler d'énergie renouvelable, de batterie au lithium. Tu ne parles pas de batterie, de tout. Et donc, en fait, quand tu sais qu'il y a du sang sur nos téléphones, sur notre PlayStation 5, sur nos ordinateurs ici, sur ma trottinette qui est juste ici derrière, il y a du sang là-dessus, tu vois. Ouais. Quand tu remets un peu en question tout le système d'une manière de manger, comment est-ce que tout, c'est ce que j'ai fait. Et là, je me suis pris la plus belle claque de toute ma vie. Réellement, c'est drôle parce que tu me rencontres à une étape de ma vie où je sors de dépression climatique. Vraiment, je suis sorti d'une...
Je me suis un peu moqué de Greta Thunberg en 2018 en mode ah mais elle exagère, elle a l'air pas bien et tout, tu vois qu'elle est et puis alors, je me suis dit tu sais quoi, je vais profiter de ce moment et j'ai creusé, j'ai lu, je t'ai dit j'ai retourné le rapport du GIEC et tout et là je me suis dit putain c'est grave, c'est très grave. Et le climat n'est que le sommet de l'iceberg, hein, le truc dont on parle. Il y a plein de choses dont on ne parle pas, qui sont des faits scientifiquement avérés, que tu peux retrouver dans des revues genre de Lancet, Revue Nature et tout, où tu fais « Ah ouais ». Et ben maintenant, toute ma vie, c'est dédié à parler de ça, de réchauffement climatique, de limites planétaires, de problèmes d'eau douce, de système agricole, de surconsommation, d'extinction des espèces vivantes, animales, végétales. C'est mon but en fait. Et donc, c'est-à-dire que School Up, que je vais reprendre cette année, c'est cool, on va le faire. Comme d'habitude. Enfin, on va le refaire comme on faisait. Mais à côté de ça, je vais faire des conférences sur la biodiversité, des conférences sur le fait de décarboner d'urgence la société, le fait d'arrêter avec tout ce qui est carbone, fossile, énergie fossile, le plus vite possible, dans une urgence sans nom. Le fait de donner d'autres perspectives d'avenir à des gens. Le fait de leur dire arrêtez avec ces téléphones, arrêtez avec les jeux vidéo, en vérité. Pas arrêter, mais. Faut qu'on trouve une solution. Tu peux pas dire aux gens d'arrêter, ça ne marchera pas. Mais de dire voilà la problématique, les gars, elle est là. Et, sensibiliser et conscientiser au minimum les gens face à ces questions. J'ai même pas assez de prétention parce que moi je pars toujours du principe que quelqu'un qui oblige. Je m'installe, t'as vu. Quelqu'un qui oblige. Pour ceux qui nous voient pas, en fait, Vince pose ses. Belle. Sur mes platines. Belle patte sur ses platines. Enfin, juste à côté, heureusement, je la respecte. Vince, c'est quoi ton rapport avec le fait d'oser ? Parce que le podcast s'appelle La Ceux qui osent, figure-toi. Donc, je pose cette dernière question à mes chers invités. Tu vas mourir un jour. Bah, ouais. Je vais mourir aussi. Ceux qui écoutent, ils vont mourir. Donc, oser. C'est tout. Drop the mic. Je vais pas le faire si j'ai pas envie de le casser. Ne détruis pas mon matos. C'est un Shure SM58, je vais pas le jeter, mais non, je crois que voilà, c'est dit. On vit qu'une fois et je comprends, il y a la peur et je fais partie des gens qui ont aussi peur. Hein. J'ai peur de faire un truc, j'ai peur de me lancer. Je me dis, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, tu sais quoi, je crois que quand tu ressens quelque chose dans les tripes, tu oses. Et quand tu ressens pas quelque chose, t'es pas sûr, mais à un moment donné, il peut se passer n'importe quoi dans ta vie. Tu dis, non, ça, j'adore, ça me parle et que t'adores ou que tu dis que c'est important. C'est bon, t'oseras. Mais rappelle-toi que tes jours sont comptés sur Terre. Donc fais-le, ose, lance-toi. Et on s'en fout. Oublie que t'as eu qu'une chance. Et bien. Voilà. Et oui, et attention, parce que ose et n'aie pas peur de l'échec, parce que souvent les gens ont peur de l'échec, mais l'échec ça veut rien dire. Mais oui. L'échec c'est quoi ? C'est un. Tu sais quoi ? Je vais te dire un truc. Pour moi, l'échec c'est une notion qui a été instaurée à partir du moment où on est devenu une société ultra industrialisée, en mode on avait besoin de pions et on a besoin de toi pour remplir des trucs et machin. Ah, t'as échoué, c'est grave, machin, parce que t'es pas performant, t'es pas assez productif, tu ramènes pas assez de thunes. Cette notion d'échec, elle est éclatée et il faut l'oublier, c'est de l'apprentissage. C'est pas possible de réussir quelque chose sans avoir eu une bonne claque d'apprentissage dans sa gueule. C'est comme ça qu'on apprend. Je suis désolé, tu traverses la rue, il y a une voiture qui te chope, c'est un apprentissage. Parce que la prochaine fois que tu vas traverser, tu vas bien regarder à droite et à gauche et donc tu vas survivre plus longtemps. C'est le même bail en fait. Hein. Donc, ne pas considérer le mot échec, il n'existe pas ce mot. C'est à part un jeu d'échecs, c'est le reste vraiment c'est éclaté, ça sert à rien. Ce mot n'existe pas, c'est de l'apprentissage et ce sont des doses d'apprentissage et puis dès que tu as atteint ton apprentissage, c'est bon et ose, fais, point, il y a pas à chercher. De toute façon voilà, tu vas mourir donc fais-le. C'est tout. Fais-le. Merci Vince d'avoir accepté de venir. Merci Aubin, franchement, ça fait plaisir. C'était grave sympa. Petit message sur LinkedIn, tranquille. Est-ce que ouais, j'avoue, je t'ai envoyé sur LinkedIn, mec. Ouais, LinkedIn, moi je dis toujours LinkedIn. Ouais. Je dis toujours à l'ancienne. Je vais jamais là-dessus, t'as de la chance. Hein. C'est vrai. Vraiment, c'est la chance. Comme quoi, je crois, les bons esprits se rencontrent, mec. Ah, mais en tout cas, pour envoyer un message sur LinkedIn. J'ai pensé à Insta, je me suis dit, mais avec tous 50 000 followers, il va jamais le voir. Bien vu. Est-ce que tu l'aurais vu ? Je vais être très honnête avec toi, j'aurais pu le voir dans 6 mois, dans 1 an. Ouais, c'est ça, tu vois. Je vais vraiment là-dessus. Alors, depuis que t'as envoyé ce bail, je me suis dit, putain, on sait jamais, il y a des gens qui envoient des trucs quand même importants pour eux. Et j'ai raté plein de demandes de stage, je me suis excusé 1000 fois. Je suis désolé, pardon et tout.
Ouais. Et ça va, il y en a un, j'ai pu le prendre pour septembre, donc il est content. Ah. Je crois que j'ai 2-3 messages avant toi, un truc dans le genre. Un truc comme ça. Bah écoute, est-ce que tu veux faire J'allais te proposer, mais c'est trop dur et c'est trop chiant. Dis-moi. De faire l'outro, la conclusion, mais je vais la faire parce que voilà. Si jamais vous en avez pas eu assez avec les À ceux qui osent, je vous invite incessamment sous peu à aller checker les À peu près sérieux, c'est la version visuelle du podcast où je m'assois avec des amis et on a l'occasion de débriefer et de discuter de thématiques actuelles qui sont vraiment très passionnantes. Et c'est dispo sur ma chaîne YouTube Aubin et Zaguira. Et je pense que j'ai tout dit. Je vais voir ça, tiens. Ouais, mais mec, vraiment, on va te poser, je te jure, c'est super sympa. C'est quali au possible. Je vais faire ça. Et puis, je te dis à très vite, je l'espère. Mais félicitations, Aubin. Continue et... T'as vu, on n'arrive même pas à conclure. Mon Dieu. Ouais. Bon, sur ce, bon, allez écouter tous les autres épisodes des À ceux qui osent et des À peu près sérieux. Et puis nous, on vous dit à très vite pour le prochain épisode. Ciao, ciao tout le monde. Salut. Bye. Merci, Aubin. Voilà. Putain, c'était vraiment chouette. Ah bah écoute, je suis content. On a fait 2 heures quand même, allez à vous. Non, 1h30.